Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil des enfants et du lien évidemment avec la chambre, parce que sinon ce serait pas drôle. Je reste architecte avant d'être coach sommeil ou quoi que ce soit, donc c'est hyper important que je vous explique ce lien entre la chambre et le sommeil. Et en plus, on me le demande quand même souvent. On me dit quand même souvent, Fiona, est-ce que c'est vrai que si je change la position du lit de mon enfant, il va dormir du jour au lendemain? Ou à l'inverse, on me dit, Fiona, moi j'ai changé la position du lit et ça n'a strictement rien changé. Si c'était aussi simple, si le sommeil était aussi simple que de changer un lit de position, je pense que ça se saurait. Qu'il n'y aurait aucun enfant qui a des problèmes de sommeil et que tout le monde dormirait comme un bébé, qu'on soit adulte ou enfant. Donc, ça veut dire qu'il faut parfois aller chercher un petit peu plus loin et qu'il y a quand même des principes de base à mettre en place et à comprendre. Donc, la première chose dont j'ai parlé avec vous dans ce podcast, c'est de cette fameuse histoire de sommeil et comment comprendre et comment savoir si la chambre est un problème ou pas. Comment savoir si vous devez focaliser sur la chambre si votre enfant ne dort pas très bien. C'est super important parce que je sais le nombre d'accompagnements qui existent par rapport au sommeil et parfois on peut perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie à trouver le bon accompagnement. Est-ce qu'on a besoin d'un coaching pur? Est-ce qu'on a besoin de changer la chambre? Est-ce qu'on a besoin d'investir peut-être dans des thérapies parallèles? J'aime pas ce mot parallèle, mais alternatives. Est-ce qu'on doit aller voir quelqu'un de spécialisé dans le sommeil? Est-ce qu'on doit faire des tests avec notre enfant? Donc, je sais que quand un enfant dort pas, on peut se poser beaucoup, beaucoup de questions. Et la question principale que je vais aborder aujourd'hui, parce qu'il y a plein de sujets que je ne maîtrise pas en termes de sommeil, donc la question principale que je vais aborder, c'est comment savoir si la chambre est un problème et comment savoir s'il faut faire quelque chose dans la chambre ou pas. Et puis, je vous donnerai quelques exemples de cas pratiques que j'ai eu de problématiques de sommeil qu'on a réglées en fait grâce à la chambre. Alors, je ne vais pas dire que c'est la chambre qui a tout changé, mais la chambre a été l'élément, on va dire, clé pour que le sommeil soit révolutionné, on va dire ça comme ça, de l'enfant. Donc, je vais vous partager quelques exemples concrets aussi. Donc voilà, c'est parti. Le sommeil, les chambres. Quand on parle de sommeil, il faut bien comprendre que l'enfant fonctionne totalement différemment que l'adulte. J'ai des résultats en termes de problématiques de sommeil, j'ai des résultats qui sont beaucoup plus radicaux et beaucoup plus rapides avec des enfants qu'avec des adultes. Pourquoi? Parce que c'est toujours cette histoire de neurosciences. C'est-à-dire que, je vous rappelle, on a un cerveau conscient et on a un cerveau inconscient. Le cerveau conscient, lui, il rationalise une situation, il comprend les choses. Le cerveau inconscient, lui, il est fait pour nous protéger de tout danger et il rationalise pas une situation. Donc typiquement, on va prendre l'exemple du mobile au-dessus du lit d'enfant. Un mobile au-dessus du lit de l'adulte, ça donnerait quoi? Bon, on n'en met pas, mais c'est pas grave. Un mobile au-dessus du lit d'adulte, on s'endort sans aucun problème. On comprend bien que le mobile, en général, pèse pas beaucoup, pèse quelques grammes, et s'il tombe, je sais même pas si on aura un bleu. Donc le mobile va pas nous empêcher de nous endormir. Alors qu'un enfant, il n'est pas encore capable de rationaliser comme ça. Avant 5-6 ans, il développe pas encore cette partie consciente du cerveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut croire tout ce qu'on lui raconte. C'est parce qu'il n'y a pas encore cette capacité à rationaliser, à comprendre ce qui est logique et ce qui n'est pas. Donc pour un bébé, avoir un mobile au-dessus de la tête, c'est un danger potentiel. Il n'a aucune idée de si le mobile pèse 2 grammes ou pèse 3 tonnes. Et donc ce danger-là, il est vraiment ressenti, il est problématique et il pourrait expliquer qu'un enfant ne s'endorme pas parce que ça lui crée un stress. Et donc j'ai déjà eu plein d'enfants qui dormaient du jour au lendemain juste parce qu'on a retiré le mobile. Bon, parfois c'est plus complexe que ça, j'y arrive plus tard. Donc ça, c'est le côté conscient-inconscient. Consciemment, l'adulte s'endort, l'enfant n'a pas encore de conscient, donc pour lui, c'est un stress, il fonctionne exclusivement sur son inconscient et son instinct de survie. L'instinct de survie qui dit, si le mobile tombe, c'est moi qui dois t'envoyer un réflexe de survie, donc je vais rester en hypervigilance complète, parce que si le mobile tombe, c'est à moi de gérer, quoi. C'est à moi de t'envoyer le réflexe. En parallèle, l'adulte, on s'endort, mais notre sommeil ne serait jamais réparateur avec un mobile au-dessus de la tête. Parce que pour la même raison, notre inconscient est fait pour nous protéger de tout danger. Donc, si le mobile tombe, c'est lui qui doit envoyer le réflexe et l'instinct de survie. Et donc, pour nous, en tant qu'adultes, vu qu'on a en général pas de mobile au-dessus de la tête, c'est exactement la même chose avec les cadres au-dessus du lit. Les cadres ou les étagères au-dessus des lits, ce sont vraiment des éléments qui ne sont pas perçus comme un danger par notre cerveau conscient, parce qu'en général, on les a accrochés nous-mêmes et on sait qu'on l'a bien accroché. Mais par notre inconscient, c'est vraiment perçu comme attention, si ça tombe, je dois rester en état d'hypervigilance. Et j'ai une petite anecdote, je fais une aparté, j'ai une petite anecdote, une histoire par rapport à ça. Au tout début, et je sais que c'est une amie qui m'écoute souvent en podcast, donc j'espère qu'elle se reconnaîtra. Au tout début de mon parcours professionnel, j'expliquais énormément ces histoires de cadres. C'était vraiment mon exemple clé, c'était de dire attention, les cadres au-dessus du lit. Je trouve que c'était vraiment un exemple qui permettait de bien comprendre cette différence entre notre cerveau conscient et notre cerveau inconscient. Et cette amie, un jour, me dit, Fiona, c'est rigolo que tu parles de tout ça, parce que moi, j'ai une énorme étagère au-dessus de mon lit. Et quand je vous dis une énorme étagère, c'est vraiment l'étagère avec des grandes planches très, très lourdes. Si ça tombe, on a quand même vraiment un problème, quoi. Ça peut vraiment faire très mal. Et elle me disait, voilà, je me suis jamais posé la question de si cette étagère était un problème ou pas. Je me suis toujours endormie.
Enfin voilà, je me suis vraiment jamais arrêtée là-dessus. Et au début que tu racontais tes histoires sur les cadres, etc., j'ai regardé cette étagère plus d'une fois en me disant oui, bon, ça veut dire que c'est pas top, mais moi, ça me dérange pas. Et le jour où elle est devenue maman et que son enfant a dormi en cododo avec elle, elle a regardé cette étagère, elle s'est dit mais en fait ça va pas du tout cette histoire parce que si ça tombe sur la tête de mon enfant. Et en fait c'est son instinct de survie maternelle qui lui a dit ça c'est pas bon. Mais c'est pas bon pour l'enfant, mais c'est pas bon pour nous non plus. Et c'est là qu'on doit trouver en tant qu'adulte aussi qu'on doit se reconnecter en fait à notre énergie ou bien d'instinct maternel ou bien notre énergie d'enfant, parce que notre inconscient il fonctionne encore toujours comme celui de notre bébé. Il fonctionne encore toujours sur les mêmes instincts de survie. Et donc pour cette étagère était pas bonne pour elle, mais elle l'a enlevée pour son enfant. Donc, enfin bref, c'était super intéressant comme anecdote. Enfin moi ça m'a beaucoup fait sourire à ce moment-là. On comprend donc qu'il y a des éléments dans la chambre qui sont bons et qui ne sont pas bons en termes d'hypervigilance, on va dire ça comme ça. Et donc, ça peut arriver que simplement on change un lit de place ou on change un mobile, on change une position du lit et du jour au lendemain, l'enfant dort. C'est beaucoup plus simple chez un enfant parce que l'enfant fonctionne du coup exclusivement sur cet inconscient. Ce qui veut dire que si la chambre est mal aménagée, en effet, j'ai des enfants qui dorment du jour au lendemain parce qu'on a réaménagé la chambre correctement. Alors que chez l'adulte, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est rarement que la position du lit ou que l'énergie de la chambre qui pose problème. Comme on a notre cerveau conscient qui a en attendant quelques années de vie en plus qu'un enfant, il y a aussi énormément l'aspect du stress, l'aspect du quotidien, d'autres choses qui sont venues se rajouter dans notre vie et dans notre quotidien qui font que les problèmes de sommeil sont rarement chez l'adulte exclusivement un problème de chambre. Et donc je peux avoir des résultats on va dire miraculeux entre guillemets chez les enfants que j'ai beaucoup moins facilement chez des adultes parce que ça demande de creuser quand même beaucoup plus dans l'émotionnel. Et donc quand on parle de problèmes de sommeil chez les enfants, j'aime bien dire qu'il y a deux pôles de problématiques. Et la première chose à faire, c'est de cibler quel est le problème de mon enfant. Est-ce que c'est un problème que j'appelle, et j'ai inventé ces termes, c'est pas du tout un truc qui existe, mais c'est comme ça que je travaille. Est-ce que c'est un problème externe ou est-ce que c'est un problème interne ? Quand c'est un problème externe, ça veut dire qu'en fait, on peut le solutionner très très vite. Ça veut dire que c'est ce qui se passe autour de l'enfant qui pose problème. Et donc là, je vais parler de l'aménagement de la chambre. Ça peut être un problème de structure, d'organisation en termes vraiment de parents, de ne pas avoir assez de cadres ou un truc comme ça. Ça peut être un problème de nutrition, ça peut être un problème de chaleur dans la chambre, ça peut être un problème de matelas. Ça peut être vraiment un problème, littéralement, externe, qui fait que quand on a trouvé le problème, on le solutionne et du jour au lendemain, l'enfant dort et on n'en entend plus jamais parler. Ça, ce sont les cas où, en effet, je change le lit de position, je le mets dans la bonne position et du jour au lendemain, l'enfant dort et on n'en entend vraiment, littéralement, plus jamais parler et l'enfant dort pour toujours, quoi. Donc ça, c'est des cas que j'appelle externes parce que le problème ne vient pas littéralement de l'intérieur de l'enfant. Ça vient d'un événement autour. Et donc, dans tout ce qui va être, par exemple, les coachings, j'ai quand même beaucoup d'enfants, enfin, je récupère beaucoup de cas d'enfants qui dormaient pas, où les parents ont déjà essayé des coachings sommeil, etc. Et en général, les coachings sommeil où on va vraiment mettre un cadre, on va apprendre en tant que parent à quelle heure mettre son enfant au lit, comment le structurer, comment faire en sorte de dire non à certains moments, dire oui à certains moments, être un petit peu plus strict, le laisser pleurer. Toutes ces théories-là, c'est très bien et ça fonctionne si le problème est externe. Si l'enfant n'a pas un stress intérieur, tous ces coachings donnent des résultats. Parce que ça veut dire qu'il fallait juste vraiment littéralement réadapter quelque chose dans notre extérieur, dans notre environnement ou dans notre manière de fonctionner pour que notre enfant dorme. Quand tout ça, ça ne fonctionne pas, en général, on vient me voir. On me dit « Fiona, j'ai tout essayé, est-ce que ça ne peut pas être la chambre, le problème ?» Et on vient me voir vraiment avec un air désespéré de dire « Dis-moi, s'il te plaît, qu'en changeant la position du lit de mon enfant, ça ira. » En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand on a déjà tout essayé, ça veut dire en général que le problème n'est pas externe, mais que le problème est interne. Et quand le problème est interne, c'est un problème émotionnel. Ça veut dire que pour une raison XY, l'enfant ne se sent pas en sécurité. Dormir, c'est la chose la plus naturelle qui est. Ça ne s'apprend pas normalement. C'est là, le corps en a besoin. Donc un enfant qui dort pas bien, qui se réveille un million de fois pendant la nuit, qui n'arrive pas à s'endormir, qui crie, qui veut pas s'endormir seul, c'est un enfant qui a un manque quelque part, qui a une peur inconsciente et qui se sent en insécurité. Et donc là, avant même de parler de chambre, de positionnement du lit, de rigueur des parents, de laisser pleurer l'enfant, peu importe, il faut aller voir pourquoi est-ce que cet enfant ne se sent pas en sécurité. Qu'est-ce qui lui fait peur ? C'est super, super, super important. Tout le reste, c'est éphémère. On peut changer de lit de position 35 fois. Si l'enfant se sent en insécurité parce qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est ça qu'il faut aller voir. Et donc, c'est vraiment ce truc de déjà, premièrement, cibler, est-ce que c'est un problème externe et je le règle vraiment avec un accompagnement, avec un changement de chambre, avec un changement de nutrition, ou est-ce que c'est vraiment un problème interne et là, je dois aller comprendre pourquoi mon enfant
ces stress. Et on retrouve ça beaucoup dans les terreurs nocturnes, on retrouve ça beaucoup dans les enfants qui font énormément de cauchemars, on retrouve ça beaucoup dans les enfants qui n'arrivent pas à s'endormir seuls, qui ont besoin de papa et maman pour s'endormir, qui se réveillent plusieurs fois par nuit, ou des enfants qui se réveillent très très tôt. Donc voilà, première chose, vraiment cibler l'externe et l'interne. Alors vous allez me dire, ok Fiona, mais si je sens que mon enfant il a un stress, je fais quoi globalement? C'est très bien, mais si tu me dis que changer la position du lit, c'est pas suffisant, qu'est-ce que je fais? Alors, là, comment est-ce qu'on travaille en général? C'est qu'on va aller voir, il y a vraiment plusieurs phases. On va aller voir ce qui s'est passé dans la période de la gestation. Donc aujourd'hui, c'est quand même déjà bien prouvé que l'enfant reprend très très fort les émotions pendant la grossesse. Donc on va aller voir pendant les 9 mois de grossesse ce qui a pu se passer, qui peut faire que l'enfant se sente potentiellement en insécurité. On va aller voir l'accouchement, parce que l'accouchement est super important. Vraiment, il y a vraiment un truc sur l'accouchement d'extrêmement important au moment de la naissance, que l'enfant va retenir. On va dire ça s'appelle la mémoire cellulaire, j'y reviendrai. Et puis après, on va aller voir dans ces premiers mois de vie ce qui s'est passé. Et pour vous expliquer un petit peu comment j'ai commencé à travailler avec toutes ces histoires beaucoup plus profondes et comment je travaille, en fait, là, je me détache totalement de l'architecture. On est bien d'accord que je creuse beaucoup plus dans le psycho-émotionnel, etc. Comment est-ce que je suis arrivée là-dessus? C'est parce qu'à un moment donné, j'étais frustrée de voir que la théorie ne fonctionnait pas. Moi, j'ai appris comment positionner un lit dans l'espace, j'ai appris comment faire une chambre parfaite pour un enfant, pour qu'il dorme. Alors c'est bien, les premières fois, je faisais ça une fois, deux fois, trois fois, ça marchait, j'étais bien contente. Mais quand la première fois, un client me dit, Fiona, mon enfant dort pas, et que tout est parfait dans sa chambre, là, il faut quand même se poser la question de dire, tiens, si pour une personne ça fonctionne pas, ça veut dire que ma théorie elle est pas juste. Ça veut dire que ce que j'ai appris ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut aller creuser plus loin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser sur les problématiques de sommeil. Et je trouve quand même que c'est un thème qui est vraiment passionnant. Et d'ailleurs c'est un thème que je vais encore approfondir énormément. Je vais encore me former beaucoup là-dessus parce que c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver comme résultat, comme problématique quand on a des problèmes de sommeil. Bref, je m'égare, tout ça pour dire que du coup, j'étais très frustrée de voir que je n'avais pas d'impact sur la chambre avec l'aménagement et que j'ai commencé à creuser sur le fait qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et c'est là qu'on a commencé à regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accouchement et qu'est-ce qui s'est passé juste après pour aller comprendre pourquoi est-ce que cet enfant ne se sent pas en sécurité. En général, un enfant qui ne se sent pas en sécurité, c'est un enfant qui a une peur inconsciente de quelque chose. Peur en général, c'est quand même très fort lié à la peur de la mort, qui n'est en fait pas la peur de l'enfant, parce qu'il n'a pas encore le rationnel pour penser à ça, mais qui est en général une peur du parent. Et désolée de dire ça, mais souvent la peur de la mère. Parce que c'est vraiment la maman qui est en lien directement avec l'enfant suite à la grossesse, etc. Donc c'est quand même très fort le lien maternel qui va jouer ici. Et on se rend compte que s'il y a une grande peur de la part de la maman de perdre l'enfant, et parfois ce sont des peurs qui sont très inconscientes parce que dans l'histoire de la famille, il y a déjà eu des fausses couches, ou dans l'histoire de la famille, il y a déjà eu des enfants qui ont eu des problématiques ou qui sont morts très jeunes, ou des choses comme ça. Ça veut dire que la maman, inconsciemment, va garder une peur de perdre l'enfant qui fait que l'enfant va cristalliser cette peur et pourrait potentiellement à un moment donné se réveiller beaucoup pour montrer aux parents qu'il est là, que tout va bien, qu'il rassurer en fait quelque part la maman. Et c'est là que c'est très intéressant de se renseigner sur tout ce qui est lié à la mémoire cellulaire et le fonctionnement vraiment primitif de nos cellules et de notre manière de fonctionner, qui est en lien encore et toujours avec les animaux et le fonctionnement des animaux. C'est vraiment comme ça que notre instinct primitif est programmé. Et donc en fait, ça veut dire que vous devez imaginer le bébé, il comprend pas ce qui se passe, il sait pas encore réfléchir. Donc lui, il a qu'une priorité, c'est de survivre, c'est de se sentir en sécurité. Et pour ça, il est dépendant des parents. Alors nous, consciemment, aujourd'hui, on sait que s'il arrive quelque chose à la mère ou au père, l'enfant, il va survivre. Il va avoir un entourage, il va être nourri, etc. Mais dans nos cellules, en tant que fœtus, ou en tant que petit bébé, c'est la maman qui nourrit et c'est le papa qui protège. Donc, dans nos mémoires cellulaires, on a besoin des deux pour survivre. Ce qui veut dire que si on se rend compte dans le ressenti qu'un des parents a un stress, on va tout faire pour le rassurer. Parce que si le parent va bien, il nous nourrit ou il nous protège et on est en sécurité. Et donc, c'est super intéressant dans les accompagnements que je fais en termes de sommeil, en fait, plutôt que de questionner le comportement de l'enfant, de questionner le comportement de la maman et le stress inconscient que peut avoir la maman ou le papa de temps en temps sur littéralement la situation. Tout ça pour dire, je reviens à mes moutons, que les stress d'un enfant qui ne dorme pas, c'est intéressant d'aller voir justement comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, parce que si pendant la grossesse ou l'accouchement, il y a déjà eu des stress en lien avec le sommeil ou la nuit, l'enfant, il va retenir ça, il va garder ça dans cette fameuse mémoire cellulaire.
pouvez aller lire le livre de Myriam Bruce qui s'appelle Le corps a une mémoire ou Votre corps a une mémoire, je ne sais plus. C'est un livre qui est extrêmement intéressant pour comprendre justement cette histoire de mémoire cellulaire et comment un enfant retient tout dès le début en fait. Et pas retient avec son cerveau, mais retient vraiment avec ses cellules. Et donc, quand on va aller voir ce qui s'est passé pendant la gestation, pendant la grossesse, on va déjà aller voir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la naissance qui peut faire que l'enfant retienne que la nuit où le sommeil est en danger. Et donc, je vais vous donner quelques exemples concrets. Je pense que ça illustrera beaucoup mieux ce que je veux dire avec tout ça. Et je vais faire un lien avec la chambre juste après. Donc, au début, on met la chambre de côté et on creuse. C'est quoi le problème? C'est quoi le sentiment d'insécurité? Premier exemple, que je garde évidemment totalement en anonyme, c'est un enfant qui avait des terreurs nocturnes et qui disait souvent dans ses terreurs nocturnes, donc il dormait vraiment pas bien, 5-6 ans, et il disait souvent dans ses terreurs nocturnes, j'étouffe, j'ai pas de place. Et donc, quand il y a comme ça quelque chose qui se répète, c'est quand même intéressant d'aller voir, tiens, pourquoi est-ce qu'on répète tout le temps la même phrase? Et en questionnant la maman de cet enfant, on s'est rendu compte qu'en fait, pendant la naissance, pendant l'accouchement, il y a eu un stress par rapport à l'élément de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est important que je reste sur cet élément d'eau, vous allez voir après pourquoi. Parce que la naissance était prévue dans un bain, dans une baignoire, et normalement, du coup, on accouche directement dans l'eau, et puis l'enfant est d'abord en contact avec l'eau, il reste vraiment dans cet environnement pour après sortir dans l'air et être coucou dans le monde, quoi. Et là, il y avait eu un problème au moment de la naissance. La baignoire était très restreinte et donc il y avait vraiment un stress d'oppression. Et donc la maman il y a eu un problème au niveau vraiment de la position. Et donc l'enfant est d'abord passé par l'air et puis par l'eau et puis repar l'air. Donc il n'est pas directement sorti dans l'eau. Ce qui en soit pas très grave, tout s'est bien passé. Mais dans le ressenti maternel à ce moment-là, c'était il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a eu un stress par rapport à ça. Et du coup, quand l'enfant dit dans cette erreur nocturne « j'ai pas de place », c'est vraiment le ressenti de la maman dans cette baignoire à ce moment-là qui se sent super serrée et super oppressée. Et c'est ce ressenti-là au moment de l'accouchement qui est super important. Ça ne veut pas dire que chaque enfant va avoir un problème après un accouchement. Ça veut juste dire que quand un enfant dort pas, c'est intéressant d'aller voir ce qui s'est passé et de vérifier qu'il n'y a pas un lien par rapport à un stress ressenti au moment de l'accouchement, au moment de la gestation ou juste après. Et c'est là que la chambre devient intéressante. Donc, il y avait cette erreur nocturne. On a compris, OK, il s'est passé un truc au moment de la naissance qui crée un stress chez l'enfant. Et en fait, la chambre de l'enfant était bleue vraiment comme l'élément de l'eau. Et c'est là que la chambre devient super intéressante, c'est que si elle renforce un stress, elle va pouvoir renforcer des terreurs nocturnes ou des problèmes de sommeil. Et donc ici, on a mis le doigt dessus, on a conscientisé la problématique et on a changé la couleur de la chambre. Et donc évidemment, là, on arrive sur un enfant qui dort, non pas juste parce qu'on a changé la couleur, mais parce qu'on a expliqué à cet enfant avec des mots ce qui s'est passé pendant l'accouchement. On a travaillé là-dessus. Certaines personnes vont après voir un ou une thérapeute qui peut vraiment libérer, même au niveau cellulaire, les mémoires de l'accouchement. Il y a plein de choses à faire pour libérer tout ça. Et puis, on est venu mettre une nouvelle énergie dans la chambre qui, vraiment, au niveau subtil et inconscient, donne l'information à l'enfant qu'on a changé tout ça, qu'on a compris et qui peut lâcher. Et là, on a des miracles. Là, sur des situations comme ça, on a des enfants qui, du jour au lendemain, ne font plus jamais de terreur nocturne. Mais c'est possible seulement si on comprend le pourquoi. C'est toujours la même histoire dans l'habitat et dans tout ce qui est thérapie de l'habitat, psychologie de l'habitat, habitat-thérapie, etc. C'est de comprendre d'abord le problème et puis d'agir dans l'habitat. Et c'est ça qui crée vraiment des miracles quand le problème est interne. Je vous dis bien, s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y a pas de stress inconscient, si l'enfant ne se sent pas en insécurité pour une raison XY, là, juste aménager la chambre, c'est suffisant pour qu'il dorme bien. Si le problème est plus profond, là, c'est vraiment... Moi, j'ai une certaine formule que j'appelle comprendre, libérer, agir, qui est la base de tout pour vraiment que l'intérieur et l'habitat soient un miracle, quoi, littéralement. C'est qu'il faut d'abord comprendre la problématique, il faut la libérer. De la libérer, il y a plein de moyens de le faire. Ça peut être simplement par la prise de conscience, ça peut être avec des rituels, ça peut être avec des thérapeutes, ça peut être par le corps, ça peut être par la parole, mais il faut libérer une situation et puis il faut agir. Et l'action est super importante. Il faut mettre quelque chose de nouveau, il faut mettre une nouvelle énergie, il faut faire quelque chose de nouveau pour que ce processus soit vraiment un processus miraculeux. Et là, je vous parle de problèmes de sommeil, mais ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout blocage dans la vie. Il faut d'abord comprendre d'où il vient, puis il faut le libérer, et puis il faut faire une nouvelle action pour changer l'énergie et passer à l'action. C'est super important. Et donc ici, l'action, c'est l'habitat. Le fait de repeindre un mur, de changer une énergie d'une chambre, vous n'imaginez pas ce que ça peut créer quand on a compris le problème, quand on a mis le doigt dessus. Je vous donne un autre exemple. Un enfant qui ne dormait pas non plus.
Et on se rendait compte dans son histoire, donc c'était un enfant qui avait 1 ou 2 ans, je pense, on se rendait compte dans son histoire que cet enfant avait souvent des grands pics de température, de fièvre, vraiment à des 40 degrés très élevés, etc. Et je vois la chambre, je regarde en détail, je pose des questions aux parents parce que la chambre en soi ne posait pas trop de problèmes en termes d'aménagement. C'était pas les couleurs idéales, mais ça n'expliquait pas des tels problèmes de sommeil. Et donc en discutant, on se rend compte qu'en fait l'enfant est né à un moment de canicule extrême en Belgique, ce qui est très rare, et que c'était un stress pour la maman. S'il y a une canicule et que c'est pas un stress pour la maman, l'enfant ne le reprendra pas comme un stress. L'enfant, il n'a pas encore la capacité de réfléchir. Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas avec un cerveau, il fonctionne avec un ressenti. Donc vous pouvez vraiment imaginer ce cordon ombilical. Le ressenti maternel, c'est ce que reprend l'enfant. C'est pas du rationnel. Vous pouvez dire oui, il fait chaud, mais en fait, ça s'est quand même bien passé. En fait, tout allait bien, donc cette chaleur, c'est pas grave. Ça, vous pouvez dire rationnellement, mais si vous avez ressenti une peur par rapport à cette chaleur, c'est ce que l'enfant va reprendre à ce moment-là. Et donc, l'instinct maternel qui est de il fait chaud, et quoi si ça se passe pas bien parce qu'il fait très chaud, et donc ce stress sur la chaleur a été repassé à l'enfant. Et donc, il y a souvent des pics de température, l'enfant dort pas très bien. Et dans sa chambre, évidemment, quelle est la couleur? C'était du rouge. C'était du rouge et il y avait des symboliques de soleil dans la chambre. Donc, il y avait des images de soleil, quoi. Vous voyez, ça, c'est typiquement un exemple de chambre qui renforce la problématique. C'est pas à cause de la couleur rouge. Je rappelle que le rouge est lié à l'élément du feu. Donc, le rouge augmente la température du corps déjà naturellement et active tout le système inflammatoire. C'est pas que parce que la chambre est rouge et qu'il y a une symbolique de soleil que l'enfant peut avoir des pics de température et mal dormir. On est bien d'accord que c'est pas ça le problème. Le problème étant qu'il y a déjà un stress par rapport à ça et que l'enfant se sent pas super bien, et que la chambre renforce cette problématique et ne permet donc pas, entre guillemets, la guérison. On dit toujours, c'est une phrase qui est très connue, c'est on ne peut pas guérir dans le même environnement que celui qui nous a rendu malade. Moi, j'aime bien cette phrase parce qu'elle dit vraiment, quand quelque chose ne va pas et qu'on met le doigt dessus, il faut changer l'environnement pour que l'environnement soit dans une nouvelle énergie. Et donc là, on a compris qu'il y avait un stress là-dessus, on a libéré et puis on a actionné dans la chambre, on a changé la couleur de la chambre, on a enlevé les symboliques du soleil. Et ça, typiquement, c'était très rare que je propose du bleu. Retournez voir pourquoi dans l'épisode 1 de ce podcast. C'est très rare que je propose du bleu dans une chambre d'enfant, mais là, typiquement, c'est le cas où, au bon endroit, en fonction du feng shui, parce qu'il y a des zones à privilégier, au bon endroit, mettre du bleu très doux, ça pouvait être intéressant pour cet enfant-là, pour vraiment calmer cet élément feu. Et c'est quoi qui éteint le feu? C'est l'eau. Donc là, il y avait quand même un intérêt très grand à venir jouer avec cet élément de l'eau et du bleu. Donc voilà encore un bel exemple. Et donc, généralement, quelque chose qui revient souvent, c'est des lits qui sont mal positionnés. C'est des lits qui sont dans des positions qu'on appelle des positions d'hypervigilance. Donc, ça veut dire que soit l'enfant ne voit pas la porte d'entrée, soit l'enfant a les pieds face à la porte, vraiment pile face à la porte. Tout ça, en général, ce sont des mémoires de danger au moment du sommeil. Enfin, ce sont des mémoires de peur, de mort, quoi, des trucs comme ça. Et en fait, si vous regardez dans les naissances et dans les accouchements, il y a souvent des gros stress. Pas tout le temps, on ne va pas faire peur là où il ne faut pas faire peur, mais ça peut arriver que l'enfant naît avec le cordon autour du cou, que le cœur de l'enfant diminue en un coup et qu'il y a un stress avec les médecins et que tout le monde s'agite un petit peu pour, généralement, grâce à la médecine qui fait très bien son boulot, arriver à un très bon résultat. Et la finalité est positive et tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que sur un moment clé, qui était le moment de la naissance, qui est le moment quand même, faut prendre conscience de ça. La naissance, c'est le moment où l'enfant passe d'un cocon hyper sécurisant à un monde où tout le monde crie et où il comprend rien. Alors c'est le processus naturel, vous allez me dire, ça fait partie du truc, mais ça veut pas dire que c'est pas hyper brutal pour un enfant d'arriver sur cette terre et d'arriver au monde. C'est une transition qui est hyper forte et le ressenti au moment de l'accouchement, il est super important. Alors n'ayez pas peur, ne vous dites pas, Fiona, mais moi mon ressenti était horrible, mon enfant est foutu. N'ayez pas peur parce que tout se corrige. Une fois qu'on comprend quelque chose et qu'on met le doigt dessus, on peut expliquer à notre enfant ce qui s'est passé, on peut conscientiser, on peut libérer. Donc il n'y a rien qui est jamais figé, on n'est jamais foutu. Parfois ça demande juste de se faire accompagner et de lâcher certaines choses et de mettre des mots dessus. Mais ce moment d'accouchement, il est extrêmement important et souvent dans l'accouchement, pas souvent, mais régulièrement, il y a des stress. Comme je disais, un cordon autour du cou, le cœur qui diminue, on doit aller faire une césarienne d'urgence, des choses qui font que la peur des parents au moment de la naissance, c'est que l'enfant meurt. La peur, elle reste pas longtemps parce que les médecins gèrent et qu'on comprend très vite et qu'on est vite rassuré, mais il suffit d'une demi-seconde, c'est assez pour transmettre cette peur de la mort à l'enfant, qui fait qu'il pourra après avoir des problèmes de sommeil, parce que sommeil, c'est d'une certaine façon, le sommeil, la mort, c'est un sommeil où on ne se réveille pas. Donc le sommeil peut être fort lié à la mort, entre guillemets. Et donc, un enfant qui dort pas, c'est un enfant qui a parfois peur de dormir trop dans la symbolique du sommeil. Et donc, il veut rester réveillé aussi et éveillé pour montrer je suis là, tout va bien. Et donc, il y a vraiment un travail
de rassurer l'enfant et l'adulte aussi à faire par rapport à cette peur inconsciente que les choses ne se passent pas comme prévu et pas bien. Et donc, c'est super important de mettre les doigts là-dessus. Et le problème avec les chambres, c'est que souvent, quand on a vécu ça, la chambre renforce ça. Et donc, si le lit est mal positionné, par exemple, les pieds face à la porte, avoir les pieds face à la porte, c'est vraiment des mémoires de danger de mort. C'est cellulaire, c'est par rapport, il y a une expression comme ça, mais j'ai oublié ce que c'était, c'est vraiment avoir les pieds face au cercueil. Et quand on pousse les brancards à l'hôpital, c'est vraiment par les pieds. Donc, quand on a vraiment le lit qui est positionné face à la porte, c'est vraiment une peur, ça traduit une peur inconsciente de mourir, quoi. Et donc, typiquement, s'il y a bien une position qu'il faut éviter pour un enfant qui a déjà eu ça pendant l'accouchement, c'est celle-là. Pareil, un lit où on ne voit pas la porte d'entrée, c'est une hypervigilance constante, c'est une peur constante de pouvoir être attaqué par derrière. Ce sont des choses qui renforcent certaines peurs qui ont pu avoir lieu pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou autre. Et donc, c'est là que j'ai envie de faire un lien avec la chambre et le sommeil. C'est que la chambre n'a jamais le pouvoir de créer un problème. C'est jamais à cause d'une mauvaise position du lit. Enfin, si le problème est interne, c'est pas à cause d'une mauvaise position du lit que l'enfant va pas dormir, c'est pas à cause d'une mauvaise couleur, c'est pas à cause de la chambre que l'enfant a un problème. Mais la chambre renforce souvent le problème. Et ça, c'est un phénomène énergétique qui est super important de comprendre. C'est qu'on fait les choses par rapport à l'énergie dans laquelle on est. Et donc, si par exemple, je suis en train de vivre un deuil et que je viens de perdre quelqu'un, je serai hyper fort dans une énergie de lourdeur, je serai triste, je serai dans des couleurs sombres parce que c'est l'énergie dans laquelle je suis. Et donc, vous allez me proposer du jaune, ça ne va pas du tout m'intéresser de mettre des vêtements jaunes à un moment où je viens de perdre quelqu'un et je suis en deuil total. C'est juste, c'est pas la même fréquence, c'est pas la même énergie, ça ne fonctionne pas. Et dans les aménagements des chambres, c'est pareil. Si inconsciemment, il y a une peur, il y a une hypervigilance, on ne va pas bien positionner le lit. Parce qu'on va positionner le lit par rapport à l'énergie dans laquelle on est. On va choisir les couleurs des murs par rapport à l'énergie dans laquelle on est. Et donc, c'est super important de bien comprendre qu'en général, la chambre renforce toujours un problème quand il y en a un. Parce qu'on a mis dans la chambre l'énergie dans laquelle on était. C'est pas pour rien que cet enfant qui avait des terreurs nocturnes avait une chambre bleue. C'est pas pour rien que l'enfant qui avait des pics de température avait une chambre rouge. C'est comme l'histoire est là et la problématique est là. Inconsciemment, c'est l'énergie qui est dégagée. Et donc, on fait des choix de décoration en lien avec cette énergie-là. Et quand on a compris ce phénomène énergétique-là, c'est là qu'on comprend la puissance de l'habitat. Parce que c'est là qu'on comprend qu'en fait, on met dans notre habitat tout ce qu'on vit et toute l'énergie dans laquelle on est. Et donc, c'est très, très rare que notre habitat ne renforce pas nos problématiques. À part quand on se fait accompagner et qu'on a vraiment mis un travail là-dessus. Et je vais faire un épisode sur le feng shui aussi et à quel point il faut faire attention parce que c'est pas juste parce que vous avez lu un feng shui que votre habitat répond à vos besoins. Mais donc, ce phénomène de comprendre qu'on met dans notre intérieur l'énergie dans laquelle on est, elle est super importante parce que ça veut dire que oui, parfois la chambre est le problème. Oui, parfois la position du lit est le problème. Parfois, c'est juste la couleur qui est la mauvaise et qui stresse trop l'enfant. Mais ça, c'est vraiment rare. C'est vraiment des cas où, en fait, il n'y avait pas vraiment de problème. Et c'était juste, il fallait changer l'environnement. La plupart des cas, le problème est beaucoup plus profond. Et là, on doit utiliser la chambre pour solutionner le problème. C'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est comprendre, libérer et puis agir. Et le agir, c'est là que l'habitat devient super puissant. Et en plus, les enfants fonctionnent tellement sur ces fréquences énergétiques et sont tellement sensibles à tout ça. Et ils sont tellement sur leur inconscient et pas sur ce rationnel que changer une chambre d'enfant, changer une couleur, changer une tapisserie ou même changer la position d'un lit d'un enfant après avoir compris pourquoi l'enfant se sentait en insécurité ou pourquoi son environnement ne lui convenait pas ou renforçait un stress, mais c'est instantané, quoi. J'ai des enfants qui dorment du jour au lendemain parce qu'on a changé la tapisserie, on a changé la couleur. Mais c'est pas juste la couleur ou juste la tapisserie. C'est la compréhension d'une situation et c'est la libération au travers de tout ça. Voilà, je sais que je vais quand même assez loin là, j'espère que c'est clair ce que je raconte et que je vous perds pas totalement dans mes histoires, mais c'est pas facile d'expliquer à quel point la chambre a un impact et voilà, moi vraiment je suis stupéfaite et mes formés aussi parce que mes formés je leur raconte vraiment toutes mes histoires de clients, toujours en anonyme, mais je leur raconte parce que c'est intéressant pour elles et pour eux. J'ai formé aujourd'hui 3 hommes, donc je vais quand même parler au masculin et au féminin. C'est intéressant de bien comprendre tous ces exemples pour pouvoir après les réutiliser, les appliquer, etc. Et enfin vraiment, même moi, je suis là, mais c'est un truc de dingue. Comme il y a des clients, il y a des consultations où je me dis, mais c'est pas possible que la chambre reflète autant la problématique. C'est un hasard. C'est pas possible qu'on ait venu mettre la symbolique du problème, quoi. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Et donc, il y a vraiment cette fréquence énergétique qui fait qu'on met dans nos lieux de vie l'énergie dans laquelle on est. Et ça, c'est la base de la psychologie de l'habitat, c'est la base de l'habitat-thérapie, c'est la base de ce que je travaille. C'est que quand on comprend ça, après, la puissance de changer les choses dans notre habitat en conscience et avec la compréhension de où on veut aller, c'est là que ça devient vraiment miraculeux. Et c'est là qu'on peut vraiment avoir des résultats qui, même moi, encore aujourd'hui, m'étonnent de jour en jour.
Donc voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre les problématiques de chambre. Le conseil que je vous donne, c'est cibler d'abord si votre enfant a un problème externe ou interne, parce que s'il est externe, en 2-3 séances et trouver le bon accompagnement, c'est réglé. Même un livre peut régler le problème, quoi, littéralement, du moment que vous ciblez c'est quoi la problématique. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Et puis quand le problème est profond, moi, je vous suggère vraiment de vous faire accompagner sur tout ce qui est vraiment la puissance. Enfin, pas la puissance, mais l'impact de la naissance, on va dire ça comme ça, de la mémoire cellulaire, des peurs inconscientes. Et là, il y a plein de livres sur le sujet. Ça, c'est vraiment, je pense, qui a le plus de résultats aujourd'hui en termes de problématiques de sommeil. Je vais quand même, pour information, reprendre à l'heure où je parle. C'est pas encore le cas, donc on verra bien parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter cet épisode peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. À l'heure où je parle là aujourd'hui, j'ai pas encore relancé mes accompagnements sur le sommeil, mais je vais le faire. C'est parce que je suis encore en train de me former en parallèle dans vraiment tout ce qui est très cellulaire, justement, transgénérationnel, l'impact de parfois l'histoire de notre famille sur le sommeil. Et donc là, j'ai besoin d'encore un tout petit peu, un peu beaucoup même, me concentrer sur l'apprentissage, sur la formation par rapport à ça avant de l'appliquer. Même si j'ai déjà fait ces accompagnements, ce sont des accompagnements de groupe où j'ai des résultats incroyables, où des enfants dorment du jour au lendemain en changeant la chambre. J'ai envie d'aller encore une étape plus loin, de creuser encore un petit peu le sujet. Donc je vous tiendrai au courant, je reviendrai avec des accompagnements sommeil spécifiques pour les enfants. Quand ce sera le cas, je vous mettrai un lien en description. Donc à l'heure où vous écoutez cet épisode, allez déjà voir, peut-être qu'en attendant, c'est là dans la description. Et comme ça, on va aller chercher des résultats miraculeux parce que moi, j'en peux plus de voir des enfants qui ne dorment pas pour des choses qui pourraient être réglées très très bien et de voir des chambres qui sont catastrophiques alors qu'il ne faudrait pas grand-chose pour solutionner ça. Et je pense que le sommeil reste et sera toujours une des clés de notre bien-être. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!